Alors, bonjour tout le monde. Nous allons commencer la conférence. Je me présente, François Roch, professeur de droit international public à l'UQAM. Je vais avoir le plaisir d'agir comme président et modérateur pour cette conférence. Aujourd'hui, l'Observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies a le plaisir d'accueillir son co-directeur, le professeur Blaise Pascal Liégaud. Le professeur Blaise Pascal est professeur associé à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Il est aussi professeur visiteur au département des sciences juridiques ici à l'UQAM. Le professeur Blaise Pascal est également membre de nombreuses sociétés savantes, dont la Société québécoise de droit international, l'Union internationale pour la conservation de la nature, la Société pour la restauration écologique, et j'en passe. Je vous ferai pas toute sa bio, mais le professeur Liégaud est auteur de plusieurs articles. Il a également donné plusieurs conférences, très souvent sur des enjeux liés au droit international de l'environnement, aux questions de développement durable. Donc, c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Désolé pour les quelques soucis techniques qu'on a pu avoir un peu plus tôt, mais je pense que le son et l'image vont convenir pour l'occasion. Donc, je remercie tous ceux et celles qui se sont branchés en ligne sur Zoom, et je remercie aussi tous ceux et celles qui se sont déplacés en personne pour assister à la conférence aujourd'hui. Conférence qui est intitulée « Implémentation des ODD », donc des Objectifs de développement durable en Afrique, approche comparée Maroc et République démocratique du Congo. Donc, professeur Liégaud, je vais vous céder la parole pour votre conférence et par la suite, je reprendrai la parole pour lancer une période de questions et de débats. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci, professeur François Roch, pour cette belle introduction. Je remercie tous les participants en présentiel comme en mode virtuel pour leur assistance et je vous salue. Donc, je suis ravi aujourd'hui pour d'échanger avec vous autour de l'implémentation des objectifs de développement durable en Afrique, approche comparée Maroc et République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je m'en vais vous donner la charpente de cet exposé. Elle comporte 3 parties. Nous allons commencer par une brève introduction. Et dans cette brève introduction, nous allons présenter les objectifs de cet exposé. Nous allons également donner la justification du choix des 2 pays sous examen, en l'occurrence le Maroc et la RDC. Et ensuite, nous allons parler un tout petit peu de l'agenda 2030, donc la trajectoire de cet agenda, ainsi que les raisons de son implémentation. Voilà. Alors, l'actualité en Afrique est dominée par les récents coups d'État au Gabon, comme vous pouvez le savoir, et au Niger, mais aussi par le séisme au Maroc, causant la mort de plus de 2900 personnes. Donc, je profite de l'opportunité pour exprimer ma sympathie au peuple marocain pour tout ce qui vient de se passer, ma solidarité au peuple marocain. Ces événements vécus en Afrique, bien entendu, ont un impact sur l'implémentation des objectifs de développement durable. Et aussi, il y a d'autres événements qui surviennent sous d'autres cieux, comme la guerre en Ukraine, ainsi que des événements mondiaux comme la Covid, qui ont sans nul doute un impact sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Alors, cet exposé a 2 objectifs principaux. Et la première, c'est de comparer, n'est-ce pas, la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans 2 pays africains, dont l'un possédant une loi spécifiquement dédiée au développement durable, ou soit aux objectifs de développement durable, qui est le Maroc, et la RDC, qui n'a pas une loi spéciale sur le développement durable et les objectifs de développement durable. Et le deuxième objectif de cet exposé est d'investiguer, n'est-ce pas, les opportunités qu'offre le dispositif régional africain pour maximiser, n'est-ce pas, la mise en œuvre du développement durable en Afrique. Alors, pourquoi avons-nous choisi ces 2 pays d'Afrique, le Maroc et la RDC? Tout est parti d'un appel à contribution de la Revue africaine de droit de l'environnement sur l'encadrement juridique du développement durable en Afrique. Alors, comme j'étais intéressé par cette opportunité, par cet appel d'offres, et sachant que la RDC n'a pas de cadre juridique spécialement dédié au développement durable,
j'ai pensé comparer, n'est-ce pas, la RDC qui n'a pas, n'est-ce pas, une loi sur le développement durable, ou soit les objectifs de développement durable, à un autre pays, n'est-ce pas, d'Afrique qui en a. Alors, j'ai commencé par, mon ambition était d'abord de choisir dans tous les coins de l'Afrique, n'est-ce pas, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, ou soit l'Afrique australe, voir si je peux faire une comparaison d'au moins 5 pays, mais le temps était tellement limité et le volume, n'est-ce pas, de l'article demandé par rapport à cet appel d'offres était aussi limité. Cela a conduit à choisir, n'est-ce pas, 2 pays, le Burkina Faso et le Maroc. Donc là, je parle d'un article que j'ai écrit qui a été publié récemment sur l'implémentation dans les 3 pays, donc le Maroc, la RDC et puis le Burkina Faso. Alors, comme je ne dois pas aussi abuser de votre temps ici, pour cet exposé, donc je n'ai que 1h30 de conférence, donc j'ai choisi le Maroc et je m'excuse auprès de mes amis de l'Observatoire qui sont burkinabés. Je leur promets peut-être de faire une conférence prochainement sur le Burkina Faso et la RDC. Alors, parlons maintenant de l'agenda 2030. Il y a beaucoup d'informations sur cet agenda, beaucoup d'informations sur les origines, mais j'estime qu'il est quand même important de retenir deux personnes qui sont 2 personnalités, n'est-ce pas? Je parlerai de Hans Karl von Carlowitz et puis de Madame Gro Harlem Brundtland. Donc, nous sommes en 1713. Monsieur Hans Karl von Carlowitz est un comptable, n'est-ce pas, et administrateur des mines de Saxe en Allemagne. Et cette personne est considérée comme le père de la sylviculture durable. Il a utilisé pour la première fois le terme d'utilisation durable et la durabilité dans son livre Sylvitura Economica. Et ce livre offre, n'est-ce pas, c'est l'un des premiers traités complets sur l'économie forestière. Quelques siècles plus tard, en 1983, Gro Harlem Brundtland, qui est célèbre pour le rapport Brundtland, qui porte son nom, qui a été plusieurs fois, n'est-ce pas, Premier ministre et puis ministre de l'Environnement en Norvège, était chargé en 1983 de mettre sur pied une commission indépendante afin d'examiner l'état, n'est-ce pas, de l'environnement et du développement dans le monde et de proposer une stratégie à long terme pour l'an 2000. Alors, cette commission qu'elle a mise sur pied sur l'environnement et le développement durable a produit un rapport en 1987, le rapport Brundtland, Notre avenir à tous, qui propose, n'est-ce pas, une définition du développement durable. Et cette définition, sur base de ce rapport, le développement durable est considéré comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins. Les conclusions de ce rapport Brundtland, ont d'ailleurs abouti à la convocation du sommet de la Terre à Rio en 1992, dans laquelle il y a eu une grande production d'instruments juridiques dans l'agenda 2021, la déclaration sur les forêts, la déclaration de Rio, les 2 conventions sur la conservation de la biodiversité, de la diversité biologique et la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, après 1992, il y a eu d'autres sommets, le sommet de Johannesburg et ensuite le sommet de Rio plus 20, où a débuté les négociations, n'est-ce pas, d'une nouvelle stratégie onusienne sur le développement durable. 3 ans après 2012, l'agenda 2030 a vu le jour le 25 septembre 2015 sur pied de la résolution A-RES-70-1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030. Il s'agit, n'est-ce pas, de la 6e et plus récente stratégie onusienne sur le développement durable, n'est-ce pas, qui couvre la période de 2015 à
30, et cette stratégie est postérieure à d'autres stratégies onusiennes dans les 4 plans décennaux de développement qui couvrent la période 60 à 2000 et la stratégie sur les objectifs du millénaire pour le développement. Alors, je vous recommande un article intéressant, n'est-ce pas, du modérateur de ce jour, qui a écrit sur le passage, la transition des objectifs du millénaire pour le développement à l'agenda 2030. Cet article est publié à la Revue québécoise de droit international. Donc, vous pouvez toujours consulter la Revue québécoise de droit international et la publication du professeur François Roch. Alors, sur l'agenda 2030, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cet agenda compte 3 dimensions. Elle prend en compte 3 dimensions, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Elle est aussi basée sur 5 piliers qui portent sur la planète, le peuple, la prospérité, la paix et les partenariats. Et elle est constituée de 17 objectifs. Donc, vous pouvez le constater, donc, qui portent sur l'élimination de la pauvreté, de la faim, sur l'amélioration de la bonne santé, le bien-être, sur l'éducation de qualité, sur l'égalité des sexes, sur l'accès à l'eau propre et à l'assainissement, sur l'énergie propre, sur le travail décent et la croissance économique, sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, sur la réduction des inégalités, sur les villes, les communautés durables, la consommation et la production durable, la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre, la paix, la justice, les institutions efficaces et les partenariats. Alors, les États du monde sous les auspices des Nations Unies sont engagés, n'est-ce pas, à mettre en œuvre cette 6e stratégie du développement et pour, n'est-ce pas, essayer d'apporter un plus en termes de croissance économique, en termes des réponses sociales au niveau de leur pays et aussi en termes de la protection de l'environnement. Alors, qu'en est-il, n'est-ce pas, de la mise en œuvre? Nous chutons maintenant à la 2e partie sur la mise en œuvre des ODD, des objectifs de développement durable au Maroc et en RDC. Alors, pour s'en rendre compte, j'aimerais d'abord expliquer que il y a des rapports qui sont soumis au niveau du forum de haut niveau n'est-ce pas, qui donne, n'est-ce pas, l'état d'avancement de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, la RDC, pour sa part, a eu à soumettre 2 rapports en 2020 et puis en 2023. Concernant le Maroc a soumis un rapport en 2016 et puis en 2020. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons considérer les rapports les plus récents, celui de la RDC de 2023 et celui du Maroc de 2020. Et nous nous sommes aussi basés sur la littérature scientifique. Nous avons analysé aussi des politiques et des plans, des programmes, des stratégies des 2 pays pour, n'est-ce pas, s'en rendre compte de l'avancement de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les cadres juridiques également ont été analysés. Alors, commençons par l'ODD 1 sur l'élimination de toutes les formes de pauvreté en RDC et au Maroc. On peut le constater j'ai ramassé les points forts, n'est-ce pas, de ce rapport, et à lire ces rapports, la RDC connaît, n'est-ce pas, une pauvreté qui est importante. 72,3% de la population vit avec moins de 1,9$ par jour. Mais le Maroc, de son côté, on peut constater que le taux de pauvreté est à 1,1% en 2018 et la pauvreté tend vers son éradication. Alors qu'en milieu rural, ça c'est au niveau urbain, mais en milieu rural, la pauvreté est un peu en hausse et à un pourcentage de 5,9%. Alors, passons à l'ODD 2 sur l'éradication de la faim, l'élimination de la faim, l'assurance de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition et la promotion de l'agriculture. Concernant cet ODD, on peut remarquer que en RDC, n'est-ce pas, la situation est un peu préoccupante. Il y a une grande présence de la malnutrition
43,7% de la population sont dans une insécurité, une situation d'insécurité alimentaire sévère. Et 41,8%, n'est-ce pas, d'enfants de moins de 5 ans étaient en 2018 en retard de croissance. La situation d'insécurité alimentaire constitue, n'est-ce pas, un réel problème en RDC, d'autant plus que les zones de santé en alerte continuent tendanciellement à augmenter. Au Maroc, par contre, la faim a été éradiquée déjà en 2014. La nutrition des enfants de moins de 5 ans a été améliorée puisqu'en 2018, l'émaciation a été réduite à 2,6%. Tous ces progrès, n'est-ce pas, accomplis par le Maroc, font que aujourd'hui, au Maroc, la faim et la malnutrition ne sont pas des questions majeures. Alors, les progrès accomplis, n'est-ce pas, sont le fruit, n'est-ce pas, des améliorations nutritionnelles, n'est-ce pas, l'amélioration des disponibilités des produits alimentaires par habitant, la couverture des besoins alimentaires, la stabilité des prix à la consommation de denrées alimentaires et l'amélioration de la qualité de l'alimentation. Sur le plan économique, la croissance du PIB, du produit intérieur brut, en RDC a été en 2022 la plus élevée depuis le lancement de l'agenda 2030, soit 8,5%. Cependant, cette croissance économique dépend essentiellement des ressources naturelles, donc surtout le secteur minier. L'emploi des jeunes pose problème. L'emploi des jeunes pose problème parce que les jeunes ont 14 fois moins de chances d'accéder, n'est-ce pas, à l'emploi par rapport à la population adulte. Au Maroc également, la croissance évolue à près de 4,2% en moyenne annuelle entre 2000 et 2018. Le PIB par habitant au Maroc est passé de 16 003 dirhams en 1999 à 27 811 dirhams en 2018. 26,5% des jeunes Marocains de 15 à 24 ans sont en 2019 non scolarisés, sans formation et sans emploi. Au niveau environnemental, nous allons nous concentrer sur l'ODD 15, sur la vie terrestre. Les deux États, pour ceux qui connaissent le Maroc et la RDC, ont des profils vraiment différents. Au Maroc, les écosystèmes forestiers s'étendent à plus de 9 millions d'hectares, alors que la RDC détient un potentiel énorme en termes de forêts. 10% des forêts tropicales se trouvent en RDC, 155 000 millions d'hectares de forêts, et dans ces forêts, nous avons une plus grande des tourbières, n'est-ce pas, du monde qui couvre 100 000 km². Le Maroc a légèrement amélioré la surface des espaces forestiers de plus de 0,06% entre 2015 et 2019, et la proportion des sites importants pour la biodiversité et des eaux douces dans les aires protégées de 1,05% entre 2015 et 2019. Le Maroc compte d'autres défis. Les défis du Maroc ne sont pas les mêmes pour la RDC, vous allez vous en rendre compte, parce que les forêts de la RDC sont sous pression, n'est-ce pas? Il y a des estimations récentes qui montrent que la perte des forêts représente plus de 6 millions d'hectares de forêts primaires depuis 2001. Et la RDC connaît un fléau énorme sur la criminalité liée aux espèces sauvages, particulièrement dans les zones de conflit. Au cours des 20 dernières années, plus de 200, par exemple, gardes des parcs de Virunga, dont 21 pour la seule année 2020, ont été tués dans des affrontements avec les groupes armés et les criminels. Tandis qu'au Maroc, le Maroc a d'autres défis que sont la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres, le reboisement et la régénération naturelle, la maîtrise des incendies des forêts. Et sur le plan financier, il y a quand même quelques différences à relever. Le Maroc a des financements qui sont qui proviennent surtout du pays. Donc, le Fonds national forestier contribue à hauteur de 80%, par exemple, dans le secteur forestier. Et on voit aussi que entre 2015 et 2019, l'enveloppe budgétaire, n'est-ce pas, consacrée au programme de développement forestier a connu une augmentation de 11%, et celle dédiée sur la lutte contre la désertification et la protection de la nature a enregistré une hausse de 30%.
Du côté de la RDC, le financement, n'est-ce pas, de l'ODD 15 est fortement dépendante des aides extérieures. Alors, il ressort des rapports nationaux d'examen volontaire des deux pays que le Maroc offre un encadrement, n'est-ce pas, plus orienté des ODD. Donc, on peut voir qu'il y a plus une production assez abondante des programmes, des lois sectorielles par rapport à la RDC. Et puis, le Maroc a atteint certaines cibles, celles liées aux ODD 1 par exemple, et ODD 2, donc la réduction de la pauvreté, la réduction de la faim, et continue, n'est-ce pas, de poursuivre l'implémentation d'autres cibles sur l'emploi, sur la biodiversité et le changement climatique, alors que la RDC, de son côté, a intérêt, n'est-ce pas, à produire des efforts pour l'ensemble des ODD. Alors, pourquoi adopter une loi sur le développement durable ou les objectifs de développement durable est important? Le cas marocain sous étude démontre que l'adoption de la loi sur l'environnement et le développement durable en 2014 a quelques avantages. Parmi ces avantages, cette loi a le mérite de promouvoir l'intégration du développement durable dans les politiques publiques nationales. Elle annonce, n'est-ce pas, aussi l'adoption de la stratégie nationale du développement durable une année après, parce que dans les dispositions de la loi marocaine, annonce, n'est-ce pas, qu'il y aura une stratégie nationale de développement durable qui sera adoptée une année après. Et ce qui a été fait au Maroc, ils ont une stratégie depuis 2015, mais je vous informe aussi que cette stratégie est en train d'être améliorée, révisée donc on aura une nouvelle stratégie dans les prochains jours. Alors, cette loi met en évidence aussi le besoin d'harmoniser le cadre juridique national du Maroc et les instruments juridiques internationaux sur l'environnement et le développement durable. Et ensuite, elle crée aussi des institutions et des mécanismes en lien avec l'environnement et le développement durable, tels que le Fonds national pour l'environnement et le développement durable, les mesures d'incitation financière et fiscale pour le financement des projets sur la protection de l'environnement et le développement durable, les initiatives et actions de volontariat en faveur de l'environnement et du développement durable. La Constitution marocaine également promeut le développement durable. Elle institue, n'est-ce pas, un conseil économique, social et environnemental qui donne des avis sur l'économie nationale et le développement durable. Du côté de la RDC, comme je l'ai dit tantôt, elle ne comporte pas, n'est-ce pas, une loi sur le développement durable. Et la Constitution de la RDC ne fait aucune référence au développement durable, même s'il y a une partie qui porte sur quelques ODD dans le cadre des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, elle donne, n'est-ce pas, la Constitution de la RDC donne des grandes orientations sur les secteurs de la vie nationale en lien avec quelques ODD comme l'ODD 6 sur l'eau, l'ODD 15 aussi sur la vie terrestre, ou soit l'ODD 10 sur la réduction des inégalités. Il existe, n'est-ce pas, des lois sectorielles, ça c'est vrai, le code de l'eau par exemple, sur l'ODD 13, il y a également des dispositifs, des lois et une réglementation sur l'action climatique et l'ODD 15 aussi. Mais lorsque vous observez les cadres juridiques de la RDC, on constate que les lois sur la conservation de la nature et les lois sur l'environnement sont celles qui se réfèrent le plus au développement durable. Il n'y a pas très longtemps, l'ordonnance loi du 3 mars 2023 qui modifie, n'est-ce pas, la loi de 2011 qui porte sur les principes fondamentaux de la protection de l'environnement a récemment introduit certains concepts en lien avec le développement durable. Voilà. Nous allons passer à la troisième partie sur les dispositifs régionaux africains sur le développement durable. On peut constater qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une soixantaine, n'est-ce pas, des traités qui ont été conclus. Et la plupart d'entre eux traitent des domaines en lien avec les ODD comme la paix, la sécurité, l'agriculture, l'environnement, l'intégration économique,
les infrastructures, l'emploi, l'éducation, la santé, la gouvernance. Ces traités sont donc des opportunités, n'est-ce pas, pour les pays africains afin de les explorer et de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les ODD. À titre illustratif, nous allons citer la convention de Maputo de 2003. Et cette convention qui porte sur la conservation de la nature et des ressources naturelles promeut plusieurs ODD, dont les ODD 6, 13, 14 et 15. Cependant, les deux pays qui sont sous étude, qui sont présentés aujourd'hui, le Maroc et la RDC, n'ont pas encore ratifié, n'est-ce pas, la convention de Maputo. L'agenda 2063 également de l'Union européenne, qui est un schéma et un plan directeur de l'Afrique visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir, a, n'est-ce pas, fait référence aux ODD. Et cet agenda comporte des objectifs qui sont vraiment alignés aux 17 ODD, excepté l'ODD 12. Il comporte 7 aspirations, 20 objectifs, 39 domaines prioritaires. Et les États africains comme le Maroc et la RDC sont engagés, n'est-ce pas, à mettre en œuvre l'agenda 2063. Alors, concernant cet agenda, il y a un projet de l'Observatoire qui, probablement dans les prochains mois, pourra finir. On a lancé, on est en train de rédiger, n'est-ce pas, un livre qui porte sur le bilan des 10 premières années de cet agenda 2063 de l'Union africaine qui couvre la période de 2013 à 2063. Et j'espère que nous serons assez forts, moi et le professeur François Roch, pour écrire encore des livres sur les 4 décennies qui viennent jusqu'en 2063. Peut-être qu'on ne sera pas vivant, mais bon, il faut se souhaiter la vie. Moins retraité, peut-être. Alors, pour clôturer cet exposé, j'aimerais émettre quelques observations. N'est-ce pas, les deux pays ont intégré les ODD dans leur principale politique publique, donc que ce soit le Maroc, que ce soit la RDC. Le Maroc a une stratégie nationale sur le développement durable. Du côté de la RDC, nous avons le plan national stratégique du développement et le programme de 145 territoires qui intègrent, n'est-ce pas, les ODD. Et avoir le Maroc qui a adopté, n'est-ce pas, une loi sur le développement durable et les objectifs sur le développement durable, on peut s'apercevoir que il y a sur le plan numérique, le Maroc a ajouté plus d'institutions, plus de mécanismes qui portent sur le développement durable, et je pense que c'est quand même, ça peut être souligné comme un avantage dans le sens de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En comparant également les deux pays, on peut s'apercevoir en lisant, n'est-ce pas, les deux rapports ou en allant au-delà de ces deux rapports d'examen national volontaire sur les ODD, que le Maroc a une production des politiques et des lois plus abondante que la RDC. On sent que le pays a été préparé, n'est-ce pas, à implémenter les ODD parce que au départ, il y a d'autres ODD qui ont été, n'est-ce pas, les cibles de certains ODD comme l'éradication de la faim ou soit l'éradication de la pauvreté ont été déjà atteints bien avant. Alors, la trajectoire marocaine, justement, c'est ce que je disais, indique qu'elle est un peu mieux préparée par rapport à la RDC dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Également, la RDC accuse un retard dans la mise en œuvre des ODD par rapport au Maroc. Son dernier rapport met en évidence les grandes difficultés auxquelles elle est confrontée, comme la Covid, les guerres, parce qu'il y a une situation quand même qui perdure à l'est de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes pratiquement à 3 décennies de guerre et aussi il y a d'autres faiblesses dans la mise en œuvre, d'autres causes qui met à mal la mise en œuvre des ODD en RDC, c'est la dépendance de son économie aux ressources naturelles. Nous avons vu, lorsque nous avons parcouru l'ODD 8, que le développement, la croissance économique de la RDC est plus orienté vers le secteur minier, ce qui est une faiblesse qui peut apporter quand même, qui peut être assez négatif pour la suite, pour sa croissance économique.
Alors, les deux États doivent saisir l'opportunité, hein, j'espère qu'ils vont le faire, de la mise en œuvre du dispositif régional africain. Donc là, j'ai un peu évoqué la convention de Maputo, qui est une convention sur la conservation de la nature et les ressources naturelles et qui met en évidence plusieurs ODD. Et je pense, à mon humble avis, que il serait important, il serait nécessaire que les deux pays africains, ces deux pays, puissent, n'est-ce pas, ratifier cette convention. Il y a d'autres défis financiers, techniques et politiques qui sont aussi nécessaires à considérer parce que lorsque vous observez par exemple le cas de la RDC, il y a des domaines comme le DD 13 qui dépend fortement des finances extérieures. Il y a aussi des problèmes techniques, par exemple dans la collecte de données, c'est vrai. Il y a l'Institut national de statistique au Congo et du côté du Maroc, il y a aussi des institutions, mais les deux rapports révèlent que ces deux États doivent encore faire plus d'efforts pour, n'est-ce pas, asseoir la capacité technique dans la collecte de données. Au Maroc, il y a une loi qui doit être initiée pour, n'est-ce pas, mieux encadrer la collecte de données, le système statistique marocain, afin de l'aligner aux principes des statistiques des Nations Unies. Donc, je pense que sur le plan politique, d'autres défis, j'en ai parlé, la stabilité des institutions, ou soit la guerre à l'Est, fait que la RDC est un peu défavorisée dans la mise en œuvre des ODD. Alors, je crois que je vous remercie, n'est-ce pas, pour votre attention à ma présentation et je suis ouvert à vos commentaires et à vos questions. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Blaise Pascal. Pour la période de questions, je vous invite peut-être à fermer le partage d'écran, comme ça on va avoir une bonne vue là, des gens qui sont connectés sur Zoom. Simplement le petit bouton rouge. OK. Exactement. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Puis d'ailleurs, je vais... Vous allez commencer en ligne ou en présentiel? Oui, je vais inviter les gens. Moi-même, je vais me mettre en galerie. Ça va simplifier la chose. Parfait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées en ligne. Je vous invite à vous manifester, à lever la main. Puis il y a aussi des gens qui sont dans la salle, qui ont des questions pour notre conférencier. Donc, je vais commencer par les gens qui sont dans la salle et ensuite, je vais me tourner vers vous là, pour vous donner la parole. Très bien. Donc, je vais commencer avec vous, David. Donc, vous pouvez poser votre question, professeur. Ouais, merci beaucoup, professeur, pour la parole et toutes mes félicitations au professeur Blaise Pascal pour la présentation. J'avais plusieurs questions, mais je vais me réserver aux trois premières questions et puis peut-être qu'au fil des échanges que nous pourrons avoir, je pourrai soit avoir des réponses déjà aux autres questions. Et puis, d'abord au niveau de ressources, vous avez dit dans je m'intéresse beaucoup aux questions du financement du développement durable. Donc, lorsque vous parlez de ressources, donc ça vient me chercher un peu. C'est au niveau de ressources. Vous avez dit pour le Maroc dispose de ressources propres pour financer ses activités en termes de financement du développement durable, tandis que le Congo se fonde sur le financement extérieur. Et puis, vous avez parlé des questions de la déforestation au Congo. Et c'est sur ces trois points que je voudrais d'abord intervenir. Au niveau du Maroc, je voulais savoir, parce que eux, ils ont déjà adopté ce que vous avez appelé un plan pour le développement durable. Les ressources, une stratégie de développement durable. Les ressources propres que vous évoquez au niveau du Maroc, est-ce que ce sont juste les ressources budgétaires ou bien ils ont adopté des ressources autres que budgétaires pour pouvoir financer leur stratégie du développement durable? Parce qu'on sait que en matière de financement durable, le budget de l'État constitue la ressource essentielle. Donc, le budget en ce qui concerne la mobilisation de ressources fiscales, les ressources non fiscales et la question d'endettement pour le financement du développement durable. Et donc, au niveau, c'est là que je retombe sur
la différence avec la RDC sur le financement extérieur. Est-ce que sur le financement extérieur, vous vous fondez que sur la dette extérieure ou bien l'aide internationale? Donc, dans l'aide internationale, comme si je veux la diviser en deux, la partie, parce que la dette constitue aussi une partie, une quantité de l'aide extérieure, ou bien vous parlez que de dons, parce que le don, c'est une ressource extérieure. Rappelez-vous que lors de la conférence de Montréal, la RDC avait fait une proposition intéressante sur les modalités de financement du développement durable, notamment sur des questions des réserves pour compenser ces réserves en termes de changement climatique et consorts. Donc, est-ce que vous vous attelez au niveau des financements extérieurs que sur la dette ou bien sur le prêt et les dons que la République démocratique du Congo mobilise? Encore que là, vous avez fait savoir qu'il n'existait pas une stratégie de développement. Donc, en l'absence d'une stratégie de financement, en l'absence d'une stratégie de développement durable, comment est-ce que la RDC déjà va financer? Parce que pour qu'il finance convenablement le développement durable, il faudrait qu'il y ait au préalable une stratégie qui fixe un plan de mobilisation de ressources pour pouvoir financer. Alors, je ne sais pas, est-ce que les 5 derniers budgets publiés, les 5 dernières lois financières publiées par la République démocratique du Congo, est-ce que n'inclut pas les aspects de financement du développement durable? Et ma dernière question, c'est sur la déforestation. Vous avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le problème, c'est que lorsque le gouvernement congolais avait adopté la décentralisation comme mode de gouvernance des entités territoriales décentralisées, les entités, les ETD, ils ont inclus dans le mode de financement des entités territoriales décentralisées la taxe financière, la taxe forestière. Cette taxe découle en fait de l'abattage des arbres parce qu'on considérait que les entités territoriales décentralisées disposent d'une masse forestière importante et ils pouvaient générer de bénéfices à travers la vente des arbres avec lesquels la plupart des entreprises prennent ou achètent pour pouvoir financer. Et la taxe forestière constitue une ressource. Or, lorsque nous considérons que la taxe forestière est une ressource pour les entités territoriales décentralisées, alors que l'abattage des arbres est une question de déforestation, quel est l'équilibre que vous envisagez entre le besoin de financement des entités territoriales décentralisées qui tirent des ressources de l'abattage, donc à travers la taxe forestière, et la nécessité de protéger l'environnement forestier? Là, ça me pose énormément de problèmes, parce que si les entités territoriales décentralisées ne peuvent pas mobiliser la taxe parce qu'on interdit l'abattage des arbres, les entités territoriales décentralisées n'auront pas les ressources pour pouvoir financer eux-mêmes aussi leur développement durable et faire face à leurs besoins primaires. Voilà mes 3 questions. Sur base de vos réponses, je pourrais peut-être... David, ce que je vous propose, puis je le propose à notre conférencier aussi, c'est de peut-être prendre quelques questions en vague, puis après ça va nous donner l'occasion d'y répondre une après l'autre, puis on fera un autre tour pour... moi, j'ai terminé avec les questions. Avec vos 3 questions, très bien. Ouais. Monsieur Bassoa, vous avez une question également? Une question. Puis après, je vais aller sur Zoom. D'accord. Monsieur Oueno aussi. Alors, merci de me céder la parole, professeur. Alors, vous avez évoqué l'existence de lois sectorielles en République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais savoir concrètement quelle appréciation vous faites déjà de la mise en œuvre de ces lois sectorielles-là. Parce que si ce qui existe déjà n'est pas suffisamment exploité, est-ce que vous croyez que c'est l'adoption d'une loi générale, d'une charte, on va dire, qui va régler le problème de la mise en œuvre des ODD, particulièrement en RDC? Je vous remercie. Merci. Monsieur Oueno. Merci, professeur, de me passer la parole. Je voudrais remercier le professeur Blaise Pascal pour ce brillant exposé qui nous a suffisamment édifié sur
l'implémentation des ODD, que ce soit au Maroc, que ce soit en RDC. J'ai deux préoccupations à ce sujet. Notamment, l'exposé nous a permis d'observer les disparités qui existent entre la mise en œuvre des ODD par les deux pays. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, à travers cet exposé, n'est-il pas possible pour vous d'impulser une dynamique de coopération, notamment une coopération sud-sud, dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, notamment entre le Maroc, qui est suffisamment avancé, et des pays les moins avancés comme la RDC? C'est la première préoccupation. La seconde, est-ce qu'on peut établir un lien entre le niveau économique et même social, politique d'un pays et la mise en œuvre, étant donné que l'on observe que le Maroc fait partie, je ne parlerai pas de pays émergents, parce que le terme pays émergent en Afrique est devenu beaucoup plus un slogan politique, mais je voudrais dire que le Maroc fait partie des États les plus avancés en Afrique. Est-ce qu'on peut établir un lien entre le niveau socio-économique et même politique d'un pays et l'état d'avancement de la mise en œuvre des ODD? Je vous remercie. Merci, Monsieur Renaud. Je me tourne vers les gens qui sont sur le Zoom. Est-ce que vous souhaitez poser une question à notre conférencier? C'est le temps de se manifester si c'est le cas. J'ai vu une clé ou machine. Oui, Monsieur Christian, la parole est à vous. Puis ensuite, je vois qu'il y a Madame Breton-Le Goff également. Donc, Monsieur Christian, je vais ouvrir votre micro. Je félicite Blaise Pascal pour cet exposé aussi riche. Il nous a vraiment beaucoup appris. On a beaucoup appris de ça. Moi, j'avais deux préoccupations par rapport au programme de 145 territoires. C'est juste une préoccupation de curiosité. Si M. Blaise Pascal a essayé de lire les documents, je voulais savoir la fourchette de répartition de ces financements en vue des désenclavements de ces provinces. C'est-à-dire, comment par exemple, on a établi un montant affecté pour chaque territoire, ou bien c'est par hasard, c'est par rapport aux besoins de chaque province ou chaque territoire. Je voulais en savoir plus. Et puis, j'avais aussi une préoccupation par rapport à l'approche genrée de l'implémentation des ODD dans ces deux pays. On voit par exemple par rapport à l'accès à l'éducation pour le cas des enfants, et par rapport aussi à l'accès au développement pour les femmes maraîchères, à leur insertion dans la vie sociale. Comment faire par exemple à travers des pratiques des microfinances. Je voulais avoir s'il y a aussi quelques éléments plus intéressants sur ces points de vue-là. C'était là mes deux préoccupations. Merci beaucoup, monsieur. Gaëlle. Oui, bonjour. Merci beaucoup, professeur Mihigo, de sa présentation. En fait, en écoutant votre présentation, j'avais plusieurs questions. Une première question tout à fait de base. Et les chiffres que vous nous avez présentés dans le cadre de la comparaison de la mise en œuvre des ODD au Maroc et en RDC, je me demandais d'où venaient les chiffres. J'ai cru comprendre que les chiffres venaient des rapports nationaux. Je souhaite donc une confirmation. Et si les chiffres viennent des rapports nationaux, d'où viennent ces chiffres? Est-ce que ce sont les chiffres du développement humain? Est-ce que ce sont les chiffres de l'UFMI, de la Banque mondiale? Donc, je me posais, ou de l'Union africaine, ou des rapports qui sont déposés. Donc, je me posais des questions sur la provenance des chiffres. L'autre chose, ma deuxième question concerne, vous avez parlé de la sécurité alimentaire
qui était préoccupante en République démocratique du Congo et vous avez avancé certaines explications, notamment la guerre à l'Est, pour expliquer le faible état d'avancement des ODD en RDC. Et toujours par rapport aux données chiffrées, je me demandais, mais est-ce qu'il y a eu une désagrégation des données sur la sécurité alimentaire par rapport aux zones géographiques ou aux provinces, c'est-à-dire une distinction entre l'état de la sécurité alimentaire à l'ouest et l'état de la sécurité alimentaire à l'est? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a eu aussi une désagrégation selon la provenance, zone rurale, zone urbaine et également hommes-femmes aussi? Donc ça, c'était une de mes autres questions. Et je me posais la question aussi parce que vous avez mentionné qu'il y avait la stratégie du développement durable au Maroc et vous l'avez présenté comme un progrès ou quelque chose qui facilitait la mise en œuvre des ODD, mais je me demandais au fond quelle est la valeur juridique interne d'un tel acte. Est-ce que ça a l'équivalent d'une loi? Est-ce que c'est simplement un plan ou une programmation qui n'a pas de valeur obligatoire? Donc, voilà, ce sont les différentes questions que je me posais. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Vous avez été bombardé de questions dans les 5 dernières minutes. Je me permets quand même de donner la parole à une personne qui est sur Zoom, qui a levé la main. C'est Monsieur Serge Kabasele. Donc, je vous donne la parole, puis après, je vais vous redonner la parole, Blaise Pascal, pour que vous ayez l'occasion de répondre à toutes ces questions. Puis, en fonction du temps, on fera peut-être un deuxième tour pour prendre d'autres questions. Donc, Serge, la parole est à vous, monsieur. Bien, ouvrez votre micro. Merci beaucoup, vous me suivez très bien. Oui, on vous entend bien. D'accord. Je commence par féliciter mon formateur, le professeur Blaise Pascal, pour son exposé. Alors, je sais que cette question sur laquelle nous discutons de temps en temps avec lui, mais là, j'ai une préoccupation qui me passe sur la tête. C'est sur ces réalismes de, de cette implémentation de ODD dans un État qui est tiers-mondiste. La comparaison faite entre un État en voie de développement ou encore africain déjà avancé dans la réalisation des développements durables avec un État qui du reste est en souffrance du développement, me semble beaucoup plus irréaliste. Est-ce qu'il y a un indice ou encore des indices pouvant permettre à ce qu'un État tiers-mondiste réalise des objectifs de développement durable, notamment la République démocratique du Congo qui sombre dans l'irréalisme? Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Donc, c'est ça ma question. Très bien, merci. Donc, je me tourne vers vous, Blaise Pascal. OK. Donc, vous voyez que votre conférence a suscité beaucoup d'intérêt, de questions également. Donc, je vous laisse répondre. Prenez votre temps. Puis par la suite, comme je vous disais, en fonction de l'heure, on choisira de faire un deuxième tour ou d'autres questions. J'ai moi-même quelques questions que j'aimerais vous poser. OK. Merci beaucoup de la parole. Je veux commencer par ordre décroissant, je veux dire. Je commence par Monsieur Serge qui pose... merci d'abord pour vos félicitations. Qui pose la question dans la comparaison faite. Allô? Non, c'est bon, j'ai vu. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc oui, quand vous dites que c'est irréaliste, bon, je ne sais pas, tout dépend de l'angle de vue de tout un chacun. Bon, je me suis dit que c'est une étude qui peut être menée. Le développement durable, n'est-ce pas? C'est une affaire de plusieurs États, donc tous les États sont engagés de manière indépendante à les implémenter et chacun dans son niveau. Donc il y a des pays développés, il y a des pays qui sont en voie de développement. Donc je ne pense pas que ce soit irréaliste de comparer ces deux pays. C'est vrai, les niveaux de développement des deux pays est différent, mais ça valait la peine de le faire. Et je pense aussi que la RDC n'est pas aussi mauvais élève, si je peux employer ce terme, sur toute la ligne. Donc, il y a des pays qui peuvent avoir pratiquement le même niveau de développement et atteindre de manière différente
les ODD, ou soit des pays qui ont des niveaux différents de développement et atteindre. Donc, je pense que ça ne doit pas être irréaliste. On ne peut pas juste calquer. C'est vrai ce qui est vrai. Le constat fait. Bon, le Maroc est un pays assez avancé et il a vraiment eu de l'avance. Je pense que ta question est un peu rapprochée à celle de Monsieur Joseph, a eu de l'avance, mais c'est aussi plus une affaire d'engagement politique. Donc, c'est un pays qui a bien voulu mettre en œuvre les ODD et même bien avant, il y a certains ODD comme l'ODD 1, l'ODD 2 dont j'ai parlé au début, lors de la mise en œuvre, dans la partie 3 sur la mise en œuvre des ODD dans les deux pays. Ils ont déjà accompli certaines cibles bien avant d'entamer, n'est-ce pas, la période 2015-2030. Donc, je pense que ce n'est pas irréaliste de les comparer. Bon, c'est vrai, le Maroc est avancé, mais c'est pas aussi un pays développé. Donc, c'est un pays qui est en train de se battre à un niveau un peu plus élevé que la RDC. Mais s'il faut parler de réalisme, on peut se permettre, n'est-ce pas, en science, de faire des comparaisons des pays qui ont un niveau de développement assez différent. Donc, si je prends par exemple, je veux prendre par exemple l'ODD 5 en RDC, lorsque vous lisez le rapport, vous voyez que la RDC a fait beaucoup d'efforts, par exemple de la représentativité des femmes au niveau des postes politiques, surtout sous l'ère actuelle, donc avec le nouveau président de la République qui a vraiment travaillé dessus. Et on peut aussi voir qu'il existe encore des inégalités au niveau du Maroc dans la représentativité des femmes, ou soit même quand vous prenez l'ODD 8 dont j'ai présenté sur la croissance économique, il y a aussi des problèmes au Maroc en termes d'emploi des jeunes. Donc, ce sont des problèmes qui peuvent se partager, qui peuvent être ressentis dans les deux pays, et parfois, ça peut même vous surprendre que un pays qui est économiquement pas très développé puisse implémenter mieux que l'autre. Mais c'est vrai, en termes de chance, si on doit prendre les deux pays, le niveau économique des deux pays, on peut voir que le Maroc a beaucoup avancé, mais c'est une question plus d'engagement politique d'un pays, de la gouvernance d'un pays dans la mise en œuvre, plutôt qu'un problème de développement économique, je pense bien. Alors, pour revenir sur la question je veux revenir sur la question de Madame, de la professeure Gaëlle. Professeur Gaëlle, oui, professeur Gaëlle qui a posé une question sur la provenance, n'est-ce pas, des données. Les deux pays, hein, pour revenir sur les deux pays ont des institutions, n'est-ce pas, qui produisent ces données. Nous avons en RDC, par exemple, l'Institut national de statistique qui travaille avec l'Observatoire congolais sur le développement durable, qui relève du ministère du Plan, qui travaille, n'est-ce pas, c'est vrai, il collabore avec des partenaires internationaux pour produire ces données collectées. Ils ont le soutien international, mais de manière principale, ce sont des institutions internes qui, n'est-ce pas, font le travail, qui font des enquêtes, qui font pour, n'est-ce pas, collecter les données au niveau des ménages, il y a vraiment tout un site internet sur l'Observatoire congolais du développement durable qui, n'est-ce pas, met en évidence tous ces rapports. Pour le Maroc, il y a le Haut Commissariat du Plan qui travaille, n'est-ce pas, d'arrache-pied pour, n'est-ce pas, produire aussi ces données statistiques que j'ai présentées ici. Alors, parlant de la sécurité alimentaire, c'est vraiment une très très bonne question. J'aime bien cette question parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Lorsque vous regardez le cas de la RDC, par exemple, la sécurité, les questions de sécurité alimentaire se posent vraiment dans les parties qui ne sont pas concernées par le conflit. Donc, l'Est de la RDC a vraiment, bon, je ne peux pas dire qu'ils sont dans une très bonne situation, mais ils sont dans une bonne situation par rapport au centre de la RDC, par exemple, ou soit les provinces du Kasaï, les provinces de Maniema, Équateur, qui ont beaucoup de problèmes de sécurité alimentaire. Donc, ce n'est pas directement lié, mais ça peut, les conflits peuvent bien sûr impacter sur la production agricole, parce que on peut bien voir que l'état de la sécurité alimentaire a probablement baissé dans ces zones à cause des conflits, mais lorsque vous comparez, le problème se pose sévèrement
le problème ne se pose pas de la même manière dans les différentes parties. Donc, il y a quand même cette réalité qu'il faut relever. Oui, lorsque vous lisez les rapports d'examen nationaux de la RDC, par exemple, on fait une différence. Il y a une cartographie, il y a un map qui, n'est-ce pas, qui souligne où se trouvent les problèmes. C'est comme ça que je peux facilement vous dire que c'est en Équateur, c'est au Kasaï, c'est au Maniema que les problèmes de sécurité alimentaire se posent avec une plus grande importance. Alors, vous avez parlé de la stratégie nationale, quelle est la valeur? Bon, ce qui est intéressant au niveau marocain, on a annoncé cette stratégie nationale du développement durable dans une loi, mais c'est vrai, il s'agit d'une stratégie, ça n'a pas la même valeur que la loi, mais la loi, le fait que la loi puisse l'annoncer, la porter, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est une expérience sans vous mentir, à prendre en compte au niveau de la RDC parce que là, je risque même de rejoindre la question de Monsieur Bassoa parce que au niveau de la RDC, parfois on promulgue des lois. Je ne dis pas que tout est négatif, mais parfois on promulgue des lois sans pour autant produire après des actes réglementaires pour mettre en œuvre ces lois. Alors, ce qui est assez intéressant dans le cas marocain, ils donnent un deadline. Ils donnent un deadline, ils disent en une année. Donc, nous sommes en 2014 lorsqu'on a adopté la loi sur l'environnement et le développement durable et on annonce que cette stratégie nationale du développement durable sera promulguée en 2015 et ça s'est fait. Et maintenant, c'est vrai, ils sont en train de réviser. C'est vrai, ça n'a pas la même valeur que loi, mais c'est quand même quelque chose à souligner et de positif dans l'encadrement, n'est-ce pas, des objectifs de développement durable. Alors, je vais rapidement répondre à la question de Christian. Oui, Christian, tu me parles du programme de 145 territoires. 145 territoires. Oui, les 145 territoires, c'est un programme ce qu'il faut savoir, c'est un programme qui s'inscrit dans un autre plan. Donc, il y a le plan national stratégique du développement et le programme est un peu, je peux dire, connecté à ce plan-là. Et ce programme de 145 territoires ne prend pas en compte tous les ODD. Ils prennent en compte une partie des ODD et pas tous. S'il existe des montants, ça je ne peux pas sincèrement vous dire directement s'il y a des montants, il y a des répartitions. J'ai parcouru, c'est un programme de 60 pages et puis bon, je n'ai pas vraiment, à mon humble avis, vu les différents montants mentionnés pour, n'est-ce pas, désenclaver X et Y provinces. Alors sur sur le genre, l'éducation, oui, lorsque vous lisez les rapports nationaux sur le développement durable de la RDC ou soit du Maroc, on peut observer, par exemple, pour l'éducation, il y a quand même des inégalités. L'accès à l'éducation, par exemple, des hommes et des jeunes filles et des garçons. Les garçons ont plus d'accès par rapport aux filles. Et c'est vrai, on peut aussi reconnaître les efforts actuels du ministère de l'Éducation qui a pris l'option de faire de la gratuité scolaire cheval de bataille, mais au niveau du pays, il y a encore beaucoup à faire en termes de la qualité des enseignements, des enseignants et puis en termes d'infrastructure. C'est vrai, il y a des différences entre l'accès des jeunes garçons et des jeunes filles à l'éducation et que ce soit au Maroc ou en RDC, mais c'est pas de la même manière, c'est vrai. La généralisation, n'est-ce pas, de la scolarisation de l'école primaire au niveau du Maroc est très avancée et maintenant ils sont même en train d'aller vers la généralisation d'autres cycles, donc le cycle secondaire et supérieur. Voilà. Concernant vous avez parlé des aspects, oui, l'éducation. Oui, je veux prendre la question de Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, oui, vous parlez d'impulser, n'est-ce pas, la coopération sud-sud. Lorsque vous lisez, par exemple, le rapport national d'examen national sur les ODD du Maroc,
le Maroc veut privilégier, n'est-ce pas, le partenariat avec les pays africains. Donc, c'est vraiment une des priorités de sa stratégie. Et c'est vrai, il faut peut-être faire plus, hein, il faut faire plus parce que ce sont des exemples qui peuvent, n'est-ce pas, impulser. D'autres, c'est vrai, les pays ont des contextes assez différents, mais ce qui est vrai, on peut quand même tirer des bonnes leçons d'un pays à l'autre. On peut, oui, c'est souhaitable. Je peux dire que c'est souhaitable d'impulser ce genre de coopération. Et par rapport au niveau économique, ça, je reviens, oui, ça compte quand même le niveau économique, mais je pense c'est plus l'engagement politique, l'engagement et la stabilité politique du pays qui veut faire des ODD une priorité. Lorsque vous observez le cas marocain, on peut voir qu'ils étaient déjà impliqués aux OMD et ils ont beaucoup évolué et les ODD est venu et il y avait déjà d'autres cibles qui étaient atteintes et on sent que bon, c'est vrai, on a le roi du Maroc qui est là il n'y a pas vraiment je peux dire de shift, il y a pas ça ne bouge pas trop. Donc je pense que je sais pas parce que je ne promouvois pas la dictature ou bien le fait qu'un président soit resté longtemps, mais cette permanence peut être aussi positive lorsque vous avez à la tête une personne qui est engagée à accomplir X et Y choses et voilà. Donc en RDC, c'est vrai, on a eu beaucoup de changements et même là, je veux aller même sur le plan du ministère, par exemple, on change beaucoup de fois le ministre de l'Environnement. Il y a comme des cassures, il y a des ruptures et chacun vient avec sa touche personnelle. Ça peut aussi impacter sur la façon de mettre en œuvre, n'est-ce pas, un plan ambitieux comme les ODD. Oui, les ODD, oui. Pour Monsieur Bassoa, tu as posé une très bonne question sur l'existence des lois sectorielles. Oui, il y a des lois sectorielles comme je l'ai un peu reconnu, par exemple pour le DD6, le code de l'eau, le DD15, nous avons le code forestier, nous avons la loi sur l'environnement. La mise en œuvre pose problème. Là, je vais aller directement sur le DD15, par exemple sur la vie terrestre. On a une loi sur la conservation de la nature depuis 2014. Ça va faire pratiquement 10 ans et il n'y a pas vraiment des réglementations, soit des décrets qui sont produites pour faciliter cette mise en œuvre. Lorsque je cite le cas marocain, je ne dis pas que c'est la solution directe qui vaut, mais on peut quand même observer, apprécier les avantages que cette loi sur le développement durable apporte. Donc, dans le sens de la production des institutions, n'est-ce pas, qui prennent en charge le développement durable, l'alignement, par exemple, parce que lorsque vous voyez cette loi, on parle d'intégrer, n'est-ce pas, le développement durable dans les politiques sectorielles. C'est quand même une façon d'inciter la mise en œuvre des ODD. On parle de l'harmonisation avec les instruments juridiques internationaux. Je pense que c'est quand même assez positif. Hein. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est quand même assez positif, c'est appréciable et la RDC peut s'en inspirer pour, n'est-ce pas, bien organiser, encadrer, n'est-ce pas, la mise en œuvre des ODD au pays. Alors c'est vrai, on doit nécessairement, déjà avec les lois sectorielles, on doit nécessairement travailler sur la mise en œuvre de ces lois pour, n'est-ce pas, faciliter l'atteinte des ODD en RDC. Voilà, donc il y a encore une question de Monsieur David. Je ne t'ai pas oublié, David. Tu es ici dans la salle, donc la question de Monsieur David. Tu as posé beaucoup de questions, David. Trois, juste pas beaucoup. David m'a posé des questions sur la déforestation et la taxe forestière. La taxe forestière. Bon, on a parlé de. Est-ce que le SNDB, laisse-moi lire un peu les questions pour être un peu sûr. Hein. Oui, on a parlé j'ai parlé du financement. Tu voulais parler du financement du secteur, par exemple, environnemental en RDC et au Maroc. C'est vrai, le Maroc mobilise aussi des financements extérieurs, mais pour revenir sur ma présentation, je voulais dire que au niveau environnemental, par exemple, il y a un fonds forestier national au Maroc. Et ce fonds forestier contribue à hauteur de 80% dans le secteur forestier.
dans le secteur environnemental, dans le secteur de l'ODD15 sur la vie terrestre. Mais du côté de la RDC, je voulais juste mentionner que c'est différent parce que au niveau national, il n'y a pas assez de financement. Le financement les plus importants viennent de l'extérieur. Donc nous avons actuellement, par exemple, la lettre d'intention signée entre le CAFI, qui est l'initiative des forêts d'Afrique centrale, qui a signé avec la RDC. Et dans cette lettre, il est contenu des dispositions sur le financement du secteur forestier de 2021 à 2030, 550 millions de dollars, 500 millions de dollars pour financer ce secteur. Avant, il y avait la lettre avec CAFI, toujours. CAFI, c'est un groupe des pays étrangers qui sont des bailleurs qui visent n'est-ce pas, à financer le secteur forestier. En 2016, entre 2016 et 2020, il y avait une première lettre, n'est-ce pas, d'intention sur toujours le financement, soit la protection, sur le financement et la protection, n'est-ce pas, des forêts de la RDC. Donc, je voulais juste souligner que on dépend un peu plus de l'extérieur par rapport au Maroc où 80% du budget est financé par le Fonds forestier national. Et puis, on a aussi relevé que au niveau du Maroc, il y a le budget qui porte sur ce secteur, sur la vie terrestre, a augmenté, n'est-ce pas? Depuis, on a souligné une augmentation depuis 2019 avant 2019. On peut voir combien le Maroc investit, n'est-ce pas, augmente, n'est-ce pas, le budget qu'on alloue au secteur, ce qui n'est pas visible chez nous en RDC. Voilà. Donc, ta question tu as posé une autre question sur la déforestation. Oui, la déforestation est vraiment inquiétante au niveau de la RDC et ta question portait sur, est-ce que tu peux me la rappeler, s'il te plaît? Oui. Je voulais dire, s'il te plaît. Si la déforestation, comme vous l'avez dit dans votre exposé, n'est pas encouragée. Or, les entités territoriales décentralisées obtiennent des activités d'abattage des arbres et de la déforestation une taxe qui a été instituée, premièrement, dans la loi sur la décentralisation et puis la loi sur le code forestier qui a prévu une taxe forestière. Et cette taxe constitue une ressource importante pour les entités territoriales décentralisées en vue de financer les différents programmes qui leur ont été attribués. Alors là, j'étais mal à l'aise parce que entre la déforestation qui crée des problèmes au niveau environnemental et qui ne nous permet pas d'atteindre certains indicateurs, certains ODD, certains objectifs de développement durable, et la taxe qui constitue une ressource importante pour la décentralisation, pour les entités territoriales décentralisées, quelle est la marge de manœuvre entre le seul besoin de financement des ETD, parce qu'ils ne sont plus financés par l'État, et cette nécessité de préserver l'espace forestier? C'est une très bonne question, mais je veux rapidement te dire que la déforestation dont on parle n'est pas essentiellement la déforestation légale. Donc, il y a beaucoup des actes illégaux. Il y a vraiment l'illégalité et le secteur informel qui est aussi à la base de beaucoup de déforestation. C'est vrai, la taxe forestière a été instituée, comme tu le dis, dans le code forestier de 2002, mais en même temps, il y a d'autres taxes qui sont prévues. Il y a la taxe de reboisement, il y a plusieurs. Au fait, le code prévoit aussi des incitations pour, n'est-ce pas, reboiser la forêt qui a été déforestée. Bon, je peux dire coupé. Donc, il y a il y a un dispositif qui permet, n'est-ce pas, de régénérer, de restaurer, n'est-ce pas, ces forêts. Donc, je pense que c'est vrai, lorsque tu parles de la perception de la taxe, j'ai un peu de doute sur si ces taxes sont perçues au niveau, bon, il y a des taxes qui sont perçues au niveau provincial, mais est-ce que
cela implique, bon, il y a quand même encore aussi beaucoup de problèmes sur le plan administratif pour, n'est-ce pas, collecter ces taxes. Il y a un problème d'organisation des ministères qui sont en charge de ces taxes, et il y a des opérateurs aussi qui se plaignent de la surtaxe. Donc il y a quand même une question de fiscalité forestière qui est très importante et qui se pose. Mais en même temps, j'aimerais aussi souligner que la déforestation dont on parle n'est pas seulement celle qui est légale, mais il y a beaucoup d'informels qui, n'est-ce pas, le secteur informel impacte aussi sur ces déforestations. Merci pour Pardon, pour compléter, il y a beaucoup de causes aussi parce que tu parles de la déforestation comme la coupe du bois, mais il y a plusieurs, le secteur minier qui impacte, il y a l'agriculture qui impacte, donc il y a vraiment je peux dire, beaucoup de secteurs, beaucoup de causes de déforestation qui impactent, n'est-ce pas, sur la forêt congolaise. Oui, Gustave. Oui, mon nom est Gustave. Donc, merci pour cette conférence, merci pour cette Pascal. Donc, je voulais pas contredire notre frère David, sans contredire Monsieur David. Mais je pense que la loi qui est publiée au niveau de la décentralisation, c'est plutôt la loi qui parle de l'usage de la forêt, les taxes. C'est par rapport à l'usage et non par rapport à la déforestation. C'est-à-dire, comme le professeur Blaise Pascal vient de le souligner, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez user de la forêt. Les gens qui utilisent la forêt chez nous dans la décentralisation, il faut prendre la conception de la République démocratique du Congo comme des pays qui sont en développement, c'est-à-dire des pays où les gens vont utiliser la forêt pour plusieurs usages, pas seulement déboiser ou reboiser. Donc, ils vont utiliser pour plusieurs usages, culture et autres. Et il y a des taxes les taxes provinciales qui sont émises par rapport à toutes ces personnes qui travaillent sur l'usage de la forêt, c'est-à-dire vous allez pour soit la plantation, faire beaucoup de choses, c'est pas pour déboiser simplement. Or, le déboisement, il est totalement interdit sur le plan national. Lorsque la loi est nationale, elle s'impose sur toutes les lois internes. C'est-à-dire que la province ne peut pas prendre une loi qui va à l'encontre de la loi nationale, et surtout que nous avons ratifié. C'est-à-dire l'international prend encore le plus haut que sur le national. C'est-à-dire nous ne pouvons pas déboiser sans respecter les normes internationales sur le déboisement. C'est-à-dire ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font de manière... Ça, c'est juste une réflexion. C'est juste une réflexion que je suis en train de mettre pour contribuer peut-être... sans suivre peut-être à fond le professeur Blaise Pascal, c'est-à-dire que ces gens-là, ils le font de manière illégale. Le déboisement qu'ils le font, moi, à mon sens, je sais que c'est vraiment de manière illégale, mais la loi ne permet pas le déboisement. La loi à l'interne ne permet pas le déboisement, que ce soit provincial, quoi que ce soit, parce que nous sommes un État unitaire décentralisé. C'est-à-dire, on donne une certaine autonomie aux provinces d'agir. Mais les provinces doivent respecter certaines lois auxquelles ils doivent se soumettre à l'État, ou surtout aux conventions internationales signées qui prennent même le dessus de la Constitution. Parce que lorsque vous ratifiez un traité, c'est-à-dire, ça devient la loi qui prime. Et nous avons ratifié plusieurs traités sur le déboisement. Nous avons à l'interne, il y a aussi le ministère travaille quand même, le ministère de l'Environnement travaille sur certaines lois et lutte contre les déboisements, même contre les animaux qui vivent dans la faune et dans la flore, on ne peut pas les attaquer facilement. Donc il y a des lois sur tout ça. Alors moi, à mon sens, sans prendre la place du professeur Blaise Pascal, je pense que tout ce qui s'est fait, comme M. David venait de le dire, c'est de manière illégale. Ce n'est pas prévu par la loi. Les taxes, c'est l'usage de la forêt. Comment vous usez de la forêt? C'est-à-dire les gens qui vont utiliser la forêt pour les plantations, pour la chasse. Même ici au Canada, pour faire la chasse, il y a des lois.
Il y a de lois pour aller à la chasse, pour la pêche même. Il y a de lois. Il y a une période de pêche, il y a une période. C'est pareil que nous. C'est-à-dire, les taxes sont dues à cela et non au déboisement. C'est juste une idée que j'allais apporter sans pour autant contredire les uns les autres interlocuteurs. J'ai vu en ligne qu'il y avait aussi 3 mains levées. Donc, vous aurez l'occasion de réagir, Blaise Pascal, aux différents commentaires, notamment ceux de M. Gustave. Donc, j'ai d'abord Mme Cléo Machini qui a levé la main. Monsieur. Ah, Monsieur Cléo Machini, pardon. La caméra est éteinte. J'en suis navré, je me suis fié. Merci, professeur. Voilà, merci, professeur. Et bon, ça arrive, hein, très souvent, les gens confondent dès qu'ils voient Cléo, ils pensent que c'est une dame. Voilà, je voudrais commencer par remercier et féliciter le professeur Blaise Pascal pour sa brillante et riche présentation. J'en sors très enrichi, notamment sur l'état de la mise en œuvre des ODD au Maroc, une très belle approche comparative. Pour une mise en œuvre réussie des ODD, il faudrait notamment envisager, outre les aspects financiers, tels qu'on est en train d'en discuter maintenant, une gestion inclusive. En effet, la question de la co-responsabilité est très importante dans la mise en œuvre des ODD. Chaque partie prenante devrait respecter ses engagements, que ce soit la partie gouvernementale, le secteur privé, la société civile, les communautés locales. Il faudrait ainsi donc une appropriation de l'agenda par les différentes composantes du tissu social. J'en viens là à ma question. Pensez-vous, monsieur le professeur Blaise Pascal, que la RDC s'inscrit dans cette logique? Est-ce que les différentes parties prenantes, notamment les communautés locales et les populations autochtones, ont connaissance des ODD et sont informées sur les différentes attentes? Merci. Merci, M. Machini. Ensuite, j'ai M. Hakim qui a levé la main. Hassan. Monsieur? Oui, mais merci beaucoup, professeur pour la parole. Merci et félicitations au professeur Blaise Pascal pour ces riches exposés. J'interviens à 2 volets. Au premier volet, c'est une petite observation, peut-être en termes de contribution. Et le deuxième volet, c'est une question que je pourrais poser. Mais je commence d'abord par ma petite contribution au débat. C'est lié notamment au... ce que moi je peux considérer comme la cause, hein, entre autres, qui gêne cette mise en œuvre des ODD. Je pense que tout tourne autour de la gouvernance aussi au niveau du pays. Et une gouvernance qui, à mon sens, ne favorise pas la mise en œuvre de ça. Parce que s'il faut aller dans le cadre légal, je pense qu'il ne faut pas trop reprocher une absence de cadre légal parce qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de dans divers secteurs qui sont là. Notamment, le prof a évoqué beaucoup de lois ici, notamment la loi sur la conservation de la nature, les codes de l'eau, la loi portant principes fondamentaux de la protection de l'environnement. Je pourrais parler même du code forestier, pourquoi pas du code minier. Toutes ces différentes lois évoquent les principes du développement durable qui doivent être pris en compte dans la gestion sectorielle donc de chacun de ces secteurs-là. Mais le plus grand problème, c'est au niveau de l'incohérence, peut-être ce que moi je considère comme une incohérence dans la mise en œuvre, dans la stratégie de mise en œuvre au niveau gouvernemental et que j'attribue au niveau de la gouvernance. Et ajouter à cela aussi quelques soucis, notamment liés à la corruption qui gangrène toutes ces administrations, tant au niveau national que local, qui empêche aussi une bonne mise en œuvre parce que chaque secteur est encadré par une loi qui fait la promotion du développement. Quand vous prenez le code minier, on vous dit les ressources minières doivent être exploitées pour booster
le développement, non pas seulement au niveau national, mais même au niveau local. Mais malheureusement, les acteurs qui sont appelés à mettre en œuvre ces lois font en sorte que, bon, avec la corruption qu'il y a, empêche à ce que ces politiques-là soient effectivement atteintes. Bon, il y a aussi un problème d'insécurité. Tout ça, ce sont le prof Blaise Pascal a essayé d'évoquer ça. Il y a aussi un problème d'insécurité qui favorise aussi l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Si par l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins, notamment où sont exploitées ces ressources naturelles, la forêt, les mines, etc. Alors, telle était ma petite observation, mais je voudrais aussi, en termes d'observation, évoquer la question de la comparaison qui, quelqu'un a parlé ici, a posé une question de dire qu'est-ce qu'il fallait comparer le Maroc et la RDC. Je pense que cette comparaison est à point nommé parce que le prof Blaise Pascal a comparé le cadre légal. Il fallait quand même prendre un pays qui a déjà un cadre légal et qui est en train de réussir dans sa stratégie, le comparer avec la RDC pour voir qu'est-ce que la RDC peut tirer comme opportunité pour capitaliser cette opportunité pour essayer d'adopter une bonne stratégie de mise en œuvre au niveau interne. Donc, je pense que pour moi, cette comparaison était à point nommé et valait la peine. Alors, en termes de questions, c'est juste une question. Lorsque prof Blaise Pascal vous dit que la forte dépendance de l'économie à ses ressources naturelles pourrait être considérée comme étant un frein à une bonne mise en œuvre, est-ce que ne trouvez-vous pas que l'autre face de la médaille, que ça peut être aussi un atout, cette dépendance, parce que la forte dépendance de l'économie congolaise à ses ressources naturelles, dont le secteur minier, fait que la RDC a beaucoup évolué dans l'encadrement de ce secteur-là sur le plan législatif. Est-ce que la RDC ne pouvait pas capitaliser ce secteur-là pour développer une coopération avantageuse avec les investisseurs qui viennent dans le secteur, pour pouvoir imposer ces conditions en termes de... D'ailleurs, c'est un secteur qui est beaucoup plus encadré en termes de loi, même au niveau international, où même les bailleurs essaient de chercher à investir dans un secteur où il y a la transparence, il y a de nouveaux concepts qui sont même développés dans le secteur, l'investissement responsable, pour pouvoir, la RDC pouvait capitaliser ce secteur-là pour booster son économie et adopter une bonne stratégie de mise en œuvre de... Donc la question c'est, est-ce que ne trouvez-vous pas que ce secteur-là, la dépendance à ce secteur pouvait constituer non pas un handicap, mais plutôt un atout? Voilà la question. Merci, monsieur. J'ai une dernière personne sur Zoom qui souhaiterait poser une question. Monsieur Arnold Ekwalanga. Puis après, je me réserve le droit de vous poser peut-être une ou deux dernières questions, là, parce qu'on approche de 14 heures qui est l'heure limite. Donc, monsieur Ekwalanga, la parole est à vous. Ok. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur François. Et j'aimerais d'abord féliciter le professeur Blaise Pascal pour cet exposé qui était vraiment très pertinent et puis vraiment très édifiant. Ma question sera un peu brève, dans le sens que je voudrais poser une question au professeur Blaise en disant, selon vous, qu'est-ce qui manque ou bien qu'est-ce qui empêche à la RDC d'être un leader, c'est-à-dire plus vulgairement la tête de train, ce qu'il peut être pour l'Afrique centrale dans le domaine des ODD, disons, parce que nous le savons tous que la RDC possède un potentiel naturel, que ce soit sur le plan de la flore ou de la faune exceptionnel, et dans mon sens, il peut être ce leader-là. Mais selon vous, qu'est-ce qui, hormis la guerre à l'Est qui déstabilise vraiment, mais si on doit prendre que cette partie-là, je pense que beaucoup d'autres choses ne devraient pas être faites. Alors, je ne pense pas que c'est ça qui doit être vraiment le frein pour empêcher à la RDC d'être la tête de train pour ce domaine-là.
voyez un peu, selon vous, c'est quoi qui manque ou bien qu'est-ce qui empêche? Alors d'essayer d'avoir cette vision claire pour, euh, pour cet objectif-là. Merci beaucoup. Excusez-moi, on vous entend pas. Ah, vous m'entendez pas? Non, D'accord. Là, ça est-ce va que c'est... mieux. Oui, Maintenant, oui, ça vous n'entendez pas? Oui. Maintenant, c'est la page, je pense. Ouais. Il y a, François, excuse-moi, il y a eu exactement le même problème hier avec le CAF. Pendant le CAF, on n'entendait pas la salle. Il y avait des ruptures de son. Voilà. D'accord, mais là, toutes les autres questions qui ont été posées avant, est-ce que vous les avez entendues? Oui. Oui, oui, oui. C'est oui. juste pour moi. Non, non, mais la rupture, il y a un problème au niveau du micro de la salle, de cette salle-là, je pense. D'accord. Euh, Ben, écoutez, Blaise Pascal, je pense que c'est peut-être un signe, là, je vais le voir comme un signe du destin. Là. J'étais pas dû poser la question, je la poserai hors micro, donc je vous redonne la parole pour répondre aux questions qui vous ont été posées et pour le mot de la fin aussi. OK. Merci. En espérant qu'on vous entende. Oui, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça Oui, passe on bien. vous entend. Ça passe bien. Oui. Ça vient de couper encore, malheureusement. Oui, ça vient de couper encore, ça vient de couper. Il y a un souci là. Je pense il faut bien vérifier le micro là. Italie, on est rendu à la fin de la conférence. Donc, je ne sais pas au niveau technique, je pense que je suis capable de faire beaucoup d'ajustements. Je parle le plus fort possible. Je profite du fait qu'on est quand même connecté pour remercier tout le monde sur Zoom et tous les gens qui sont connectés. Je vais donner la parole à Blaise Pascal en espérant qu'il n'y ait pas de coupure de son. Mais là, c'est peut-être un peu hors de nous. La prochaine fois, s'assurer que tout ça se couche et jamais à l'abri de tout ça. Ben, encore merci à tous en ligne. Les personnes qui sont déplacées, parce que les autres, Blaise Pascal, le mot de la fin. Merci. Et pour les personnes qui ont posé la question. Et merci.